Et si je te disais que 80% de tes décisions d'achat ne sont pas rationnelles, mais émotionnelles? Que ton cerveau te pousse à sortir ta carte bancaire bien avant que tu n'en prennes vraiment la décision. Aujourd'hui, on va découvrir 9 techniques de neuromarketing utilisées tous les jours pour influencer tes achats et parfois même à ton insu. Et tu vas voir, tu y as sûrement déjà succombé. Tout d'abord, le biais de rareté, aussi appelé FOMO, Fear of Missing Out. C'est un mécanisme cognitif par lequel nous avons tendance à accorder plus de valeur à un objet ou une opportunité dès lors qu'il est perçu comme limité ou bientôt indisponible. Et ça, c'est une réaction primitive. Notre cerveau, il associe la rareté à un danger potentiel de manquer d'une ressource essentielle, que ce soit la nourriture, la sécurité ou encore le statut social. Et ça, en marketing, c'est utilisé de la façon suivante. Sur les sites de e-commerce comme Booking ou Amazon, on lit souvent « Attention, plus que 2 exemplaires en stock » ou « 12 personnes consultent cet article actuellement ». Eh bien, ce type de message n'est pas anodin. Il vise à déclencher une urgence émotionnelle qui pousse à l'achat immédiat, sans réflexion. Les éditions limitées dans le luxe, chez des marques de prêt-à-porter comme H&M ou Nike, renforcent aussi ce sentiment. La rareté crée l'illusion de prestige et déclenche un besoin d'appartenance à une minorité privilégiée. Une étude célèbre menée en 1975 par Stephen Warshall a montré que des cookies présentés dans un pot presque vide étaient perçus comme plus savoureux et plus précieux que les mêmes cookies placés dans un pot plein. L'élément de rareté suffit à reprogrammer notre perception. Pour contrecarrer ça, il faut se poser la question: ai-je réellement besoin de ce produit? Ou est-ce qu'on me pousse à acheter vite pour ne pas réfléchir? Il faut également résister à l'urgence, car très souvent, les ventes flash, on se rend compte qu'elles reviennent toutes les semaines. La deuxième technique utilisée, c'est l'effet de cadrage. Cela désigne la manière dont la formulation d'un message ou d'un choix influence notre décision, même si à la base l'information de fond est identique. Autrement dit, notre cerveau réagit différemment selon que quelque chose nous est présenté de manière positive, par exemple 90% de réussite, ou négative, 10% d'échec. En marketing, un yaourt peut être vendu comme étant 90% sans matière grasse. Ou alors, on peut détourner ça et dire qu'il contient seulement 10% de matière grasse. Et pourtant, le produit est le même. Un produit adopté par 9 utilisateurs sur 10 paraît plus rassurant qu'un autre rejeté par un utilisateur sur 10. Les marketeurs utilisent ce biais pour rendre une offre plus séduisante, simplement en modifiant la tournure du message. Tversky et Kahneman, en 1981, ont démontré cet effet dans une expérience où 2 traitements médicaux étaient proposés pour lutter contre une épidémie. Présenté en termes de vie sauvée, un traitement était préféré. Présenté en termes de possibilité de décès, exactement le même résultat, les participants changeaient de choix. Le langage seul modifiait la perception du risque. Si une offre te dit moins 30%, demande-toi quel est alors réellement le vrai prix de ce produit. Si on parle de 9 clients satisfaits sur 10, pense au 1 qui ne l'est pas. Cette gymnastique mentale permet de briser l'enchantement du cadrage. Troisième technique, le biais d'ancrage. C'est la tendance à se baser sur la première information reçue, donc ce que l'on appelle le point d'ancrage. Et ce, pour évaluer une situation, même si cette donnée est arbitraire et que finalement elle n'impacte même pas notre prise de décision. Donc ce biais, il impacte fortement notre perception de la valeur. En exemple marketing, on a par exemple une montre qui est affichée à 500 €, mais en dessous on voit qu'elle est soldée à seulement 199 €. Ce prix de départ sert de point d'ancrage. Le client pense faire une bonne affaire alors qu'il ne connaît pas la vraie valeur du produit. Ça se trouve, cette montre, elle vaut de base que 50 €. Les restaurants utilisent aussi cette technique, car parfois ils proposent un plat signature très cher en haut du menu pour faire paraître les autres plats plus abordables. Encore une fois, Tversky et Kahneman ont démontré que lorsqu'on demande à des personnes si le pourcentage de pays africains à l'ONU est supérieur ou inférieur à un chiffre donné au hasard, qui a été auparavant tiré à la roulette, leur estimation finale reste influencée par ce chiffre arbitraire. Pour contrecarrer ça, il faut se demander d'où vient le premier prix affiché. Est-ce le prix d'origine réelle ? Est-ce une comparaison biaisée? Donc avant d'acheter un produit, mieux vaut comparer avec des sources indépendantes ou faire des recherches rapides dans différentes enseignes d'un produit similaire pour voir sa vraie valeur. Quatrième technique, la preuve sociale. C'est un principe selon lequel nous avons tendance à considérer qu'un comportement est correct s'il est adopté par d'autres. Face à l'incertitude, notre cerveau il se repose sur le comportement des autres pour faire ses propres choix. C'est une forme de biais de conformité. En exemple marketing, les sites affichent plus de 10 000 personnes ont acheté ce produit. Et ça déclenche l'effet de preuve sociale. On retrouve aussi les avis clients, les notes ou encore les étoiles sur Amazon, Google ou TripAdvisor. Et ça oriente fortement notre perception du produit avant même de l'avoir testé. Solomon Asch, dans une expérience de 1951, a d'ailleurs démontré que des individus sont prêts à donner des réponses manifestement fausses si la majorité du groupe les donne aussi. Donc, preuve sociale est supérieure à la vérité perçue. Pour contrecarrer ça, il suffit de se poser cette simple question. Est-ce que je veux vraiment ce produit ou est-ce que je veux ce produit parce que tout le monde l'a?
Consulter les avis clients les plus négatifs en premier ou chercher des tests indépendants permet de sortir de cette influence. Cinquième technique, le biais d'agrément. Désigne notre tendance à juger plus favorablement un produit ou une personne si elle est jugée attractive visuellement. Ce biais va même plus loin que ça. Une personne ou un objet que l'on trouve beau est souvent jugé plus compétent et plus fiable qu'un objet que l'on ne juge pas beau. Raison pour laquelle dans le marketing, les publicités utilisent des mannequins, des célébrités ou encore des influenceurs beaux pour associer inconsciemment le produit à la perfection. Un même produit emballé dans un packaging premium ou présenté par une personne charismatique sera perçu comme meilleur que s'il était emballé simplement dans une poche plastique. Une étude de Dion, Berched et Walster a montré que des individus physiquement attirants étaient perçus comme plus intelligents, sociables et compétents, sans aucune preuve. Pour contrecarrer ça, il faut prendre conscience que la forme n'est pas le fond. Donc se demander est-ce que c'est l'apparence du produit ou ses caractéristiques qui me donnent envie de l'acheter. Sixième technique, le biais de réciprocité. Il repose sur une norme sociale puissante, l'obligation de rendre un service ou une faveur. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, même gratuitement, cela nous rend inconsciemment redevables et ça manipule nos décisions d'achat. Et ça, le marketing l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle on reçoit des échantillons ou alors des cadeaux à l'achat, car cela crée une dette psychologique qui nous pousse justement à l'achat par derrière. Un vendeur qui nous offre un café, un sourire ou une réduction personnalisée augmente les chances qu'on achète chez lui. Et ce n'est pas juste par bonté. D'ailleurs, une expérience dans les années 1970 a démontré cela. Un chercheur offrait une boisson gratuitement à un individu qui passait par là, et cet individu avait 2 fois plus de chances d'accepter par derrière un ticket de tombola. Alors que pourtant, le lien entre la boisson et le ticket de tombola, il n'y en a aucun. Et chez cela, il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'on veut vraiment ce produit, en l'occurrence le ticket de tombola, ou alors est-ce que l'on m'oblige finalement à acheter ce ticket de tombola? Donc si cela vous arrive, faites une pause. Posez-vous la question, et ensuite, faites le bon choix. On retrouve ensuite le biais de cohérence. En tant qu'humain, nous avons un besoin profond de rester cohérents avec les décisions ou les engagements que nous avons pris, même si ceux-ci sont irrationnels. Ce biais explique pourquoi on persiste parfois à investir du temps, de l'argent ou de l'énergie dans un produit ou un service, même si ce n'est plus une bonne idée. Un des exemples marketing, c'est quand on remplit un long questionnaire pour gagner entre guillemets un bon d'achat. On est plus susceptible d'acheter ensuite pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. Une étude menée par Friedman et Fraser en Amérique a d'ailleurs démontré que les gens étaient plus susceptibles d'accepter que l'on affiche une grande pancarte publicitaire sur leur mur de maison si auparavant ils avaient accepté que l'on colle seulement un autocollant sur leur boîte aux lettres. Pour éviter cela, il faut seulement être conscient qu'à partir du moment où on dit oui à quelque chose, il y a de fortes chances que l'on dise oui à la deuxième. Donc apprendre à dire non après un oui est une force de lucidité. On retrouve également l'effet de contraste. Notre cerveau, il juge pas les choses de manière absolue. Il fait des liens avec ce qui s'est passé auparavant. L'effet de contraste nous pousse à percevoir un produit comme plus intéressant ou moins cher en comparaison avec un autre placé juste avant. Raison pour laquelle, dans les magasins, montrer un produit très cher, par exemple une veste à 500 €, juste avant de montrer un autre produit à 180 €, rend le second beaucoup plus attirant, même si son prix reste élevé. C'est également ce qui est utilisé pour tout ce qui est abonnement, avec des formules de pricing à 3 niveaux. La formule basique, la formule premium et la formule professionnelle. Ça a pour but de quoi? Ça a pour but de nous faire paraître l'option intermédiaire comme raisonnable par rapport aux autres prix. Car la formule basique ne propose pas assez de choses et la formule professionnelle paraît à un prix exorbitant. Cialdini, en 1984, rapporte l'exemple classique du vendeur de costumes qui montre d'abord un costume à 1000 €, puis une chemise à 120 €. Le client trouve alors la chemise pas chère, alors que présentée seule, elle aurait paru coûteuse. Donc pour éviter ça, déjà il faut comparer des choses comparables. Un costume et une chemise, forcément, n'ont pas le même prix. Donc, déjà, il faudrait comparer que les chemises entre elles. Et surtout, il ne faut pas se laisser influencer parce que le vendeur veut nous vendre. Et enfin, on a l'effet de nouveauté. Il décrit notre tendance à privilégier ce qui est nouveau, original ou perçu comme innovant, indépendamment de sa réelle valeur ajoutée. C'est une forme de biais de curiosité récompensée. Dans le marketing, on va retrouver cela. Nouveaux parfums, nouvelles formules, édition limitée. Ces simples mentions suffisent à booster l'intérêt. Et d'ailleurs, les marques de tech exploitent à fond ce biais avec des nouveaux modèles chaque année, comme par exemple les iPhones, même s'il n'y a en réalité que très peu de changements. Une étude de Whitman en 2007 a montré que la nouveauté augmente l'activité dopaminergique, ce qui améliore la mémoire et la motivation, d'où notre tendance à préférer ce qui est nouveau et neuf. Pour contrer cela, il faut juste se demander, est-ce que c'est juste un nouveau produit ou alors est-ce qu'il a vraiment des capacités, des fonctionnalités meilleures? Et ça nous permettra ensuite de faire notre choix pour savoir si on a vraiment besoin ou non de l'acheter. Bref, le neuromarketing n'est ni bon ni mauvais.
Mais le comprendre, c'est reprendre le contrôle sur ces différentes décisions d'achat que l'on fait. Et si tu veux d'autres vidéos sur le cerveau, les biais cognitifs ou encore des astuces pour ne pas te faire manipuler, eh bien abonne-toi, active la cloche et surtout, ne crois pas tout ce qu'on te montre. Car une vraie force dans le monde actuel est d'avoir un esprit critique sur les choses afin de ne pas tomber dans tous les pièges que l'on nous tend.